vois des gens. Oh, Camaro, il a ramené la fouine à son anniversaire. Non, j'avais pas l'âge à l'époque. Ouais, je serais venu. Donc on vient, ah ouais, et la fouine dit, ouais, joyeux anniversaire à Camaro, c'est la famille. Oh, très tôt, à 15 ans, je dis, je peux pas bosser pour quelqu'un. Je peux pas me réveiller à 7h, 8h du matin. C'était impossible, c'était inconcevable. Frérot, tu connais, on a faim, je connais pas mes 4-4-2, j'arrive à trouver le contact de machin de Omarion, boum, j'arrive à signer Omarion. Je le remplace par lui et je ramène Booba. Ah, ok. Tu vois, en mode présence, mais il prend pas le micro. Je dis, ah ouais, oh, t'inquiète pas. Frérot, il a pris le micro. Il a pris le micro et il a chanté. Et les gens étaient comme des oufs. On a oublié ma propre entreprise. Et j'ai dit à l'école, j'ai bossé dans ma propre entreprise. Mais comme je pouvais pas me mettre moi chef, j'ai mis une pote chef. Yo, bienvenue à toi dans l'Interlude Podcast. Le podcast qui réunit réflexions et anecdotes sur l'actualité et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je suis avec un invité très très spécial. L'homme qui vous a fait danser depuis des années. L'incontournable, l'homme qu'on ne présente plus. Il a fait une introduction de ouf. Et tu m'as introduit comme si on était au Stade de France. Wow. Mais dans ton introduction, tu n'as même pas donné mon prénom, mon nom. Je laisse souvent les invités le faire. Je vais te présenter comme Dany, comme Cédric, comme... Ah, ok. C'est toi qui décides. Toi, tu me présentes comme Johnny au Stade de France, mais c'est moi qui dois dire mon prénom. Ok. Bah, moi, c'est Camaro, tout simplement. C'est A-M-R-O. Tout simplement. C'est comment ça va? Et toi, frérot, tranquille? Ça va, on est là. Ouais, j'ai entendu enfin ton introduction en live. C'est ça. Salut, Brice. Non, c'est plus les... Il y a toujours le yo-yo-yo. Yo-yo-yo, comment ça va, la team? Non, il n'y a pas la team. Il n'y a pas la team. Mais c'est ouais, yo-yo-yo. Il y a le yo-yo-yo. Je l'ai vu en live, bien. Camaro, avant, c'était DJ Camaro. Ouais, maintenant, il n'y a plus. Pourquoi DJ? Bah, parce que j'étais DJ. Ouais, mais tout le monde ne le sait pas. Ah, ok, ouais, donc, non, parce que j'ai commencé comme ça, tu vois. Mais, et après, avec l'évolution, d'un point de vue déjà évolutif et marketing, communication, j'ai trouvé que c'était mieux d'enlever le DJ et mettre Camaro tout court. Ouais, non, mais exactement. Moi, justement, c'est pour ça que dès que j'ai commencé à vouloir mixer, je voulais pas de DJ attaché à... C'est notamment par rapport à ça. Les DJ Drama, DJ Khaled, qui aujourd'hui font des trucs qui n'ont rien à voir et qui peuvent plus se détacher de ce nom parce qu'ils ont commencé comme ça. Bah, en fait, même pas. En fait, tu vois, un Khaled ou un Drama, ils ont le DJ à côté, mais on les considère pas comme des DJ. Oui. Tu vois, mais tu vois, justement, je trouve que c'est dommage qu'ils aient du coup ce DJ à côté de leur nom. Bah, c'est des DJ. Donc, tu vois, moi, ça me dérange pas. En fait, surtout, pourquoi je l'avais enlevé, c'est que ici, on te met dans des cases. Oui, à part 100%. Voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc ça fait que si t'es DJ, bah t'es DJ. Ouais. Tu vois, eux, ils ont le côté où bah, tu peux être DJ, tu peux être producteur, tu peux être influenceur, tu peux être tartampion, on s'en fout, tu vois. Donc, ce qui fait que c'est plus simple pour eux d'aller à gauche, à droite, en haut et en bas. Alors que ici, c'est plus compliqué de faire ce genre de choses. Déjà dans un premier temps. Et ensuite, maintenant, lorsque tu mets le DJ à côté, c'est encore plus compliqué. Et donc, durant l'évolution de ma carrière, c'était mieux de l'enlever. Tu vois. Peut-être aujourd'hui, maintenant, c'est pas plus facile, mais on va dire, les connotations sont moins... T'as moins ces cadres, elles sont moins fermées, on va dire. Exactement. Il y a plus de passerelles. C'est ça, il y a plus de passerelles, mais il y a 10 ans encore, c'était pas comme aujourd'hui. Et puis, tu vois, quand j'entends DJ Snake et David Guetta, DJ Snake, je le mets toujours beaucoup dans la case DJ. David Guetta, c'est une entité en soi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que DJ Snake, il a accompli des choses de ouf, il a fait des sons, voilà. Même s'il chante pas, c'est comme Guetta. Mais comme il y a le DJ à côté, je vais toujours psychologiquement l'associer au métier de disque jockey, tout simplement. Tu vois. Ouais, mais c'est psychologique. En fait, c'est psychologique. En fait, c'est psychologique. C'est ça, c'est vraiment ça. Je voulais pas qu'il y ait ce... Parce que Snake, en vrai, il fait tout comme Guetta, et les gens le voient comme ça. Exactement. Donc, tu vois, c'est juste psychologique. C'est psychologique. Mais, pour aujourd'hui, tu vois. Mais il y a quelques temps, tu vois, regarde, là, tu as parlé de DJ Snake, mais si tu regardes tous les DJ, il y a 10-15 ans dans la house, il n'y a pas de... Tu les comptes sur les doigts d'une main, il y a très peu de DJ qui avaient le DJ à côté, tu vois. C'était un nom composé, tu vois. Et en fait, tu sais pas c'est quoi, tu sais pas c'est qui, tu kiffes, et puis voilà, tu vois. Le DJ, c'est vraiment dans le côté hip-hop, tu vois. Qui a ce truc à côté DJ, tu vois. Donc, qui a toujours eu. Mais le côté house, tout ça, très rarement, tu vois, il y a eu ce côté DJ, tu vois. Et du coup,
Je sais que t'es issu d'une famille camerounaise. Ouais. Les Camers. Voilà, Les Camers. le nom veut tout dire. Tu vois, le nom veut tout dire. Donc, ouais, le continent d'abord, le continent d'abord. C'est ça. Et vous, dans votre éducation, je sais que vous êtes très carré, très études, très école, Ouais, nous, il n'y a pas très ça. parcours académique. Il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, premièrement, à partir de quel âge tu t'es dit, moi, je veux faire de la musique de ma vie? Tu vois, Sincèrement, Ouais. très tôt. Hein. Très tôt. Parce que j'ai commencé, on va dire, enfin, j'ai commencé à toucher la musique, j'étais 10, 11 ans. Ouais. Tu vois. Donc 10, 11 ans, tu es déjà un peu conscient, tu vois. Mais Qu'est-ce que tu entends par toucher la musique? c'est-à-dire que m'intéresser à véritablement la musique, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait la musique. J'ai eu des parents qui écoutaient beaucoup de musique et tout. Donc, de base, j'étais dans... Enfin, pas dans la musique, mais j'aimais la musique. Ouais. Mais m'intéresser à la musique, à me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de ce truc-là, en fait? Parce que je l'écoutais, mais qu'est-ce que tu peux en À faire? 10 ans, tu te demandes déjà qu'est-ce que tu peux en faire. Parce que moi, par exemple, quand j'étais jeune, je me disais, je voyais Michael Jackson, je me disais, je vais chanter. Parce que, enfin, je voyais les artistes, je me disais, je veux chanter. Tu vois, c'était rapper, chant, peu importe, mais je voulais être sur la scène parce que c'est le truc qui est le plus accessible, le truc que tu vois directement. Tu vois, les gens qui sont batteurs, les gens un peu derrière, behind the scenes, je les voyais moins à 10 ans. C'est plus tard, du coup, que j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, il y a plusieurs, tu vois, rôles vraiment dans la musique qui peuvent être tout autant intéressants. Mais du coup, toi, à ce moment-là... moi, même pas. Tu vois, j'ai fait un peu de musique avant, j'ai fait un peu de conservatoire et tout. Ah, ok, je savais pas ça. Mais c'était plus, tu connais, c'est plus pour nous, les parents ils te mettent là-bas, plus pour t'occuper, pour éviter que tu sois au quartier, que tu traînes le samedi après-midi, machin, tu vois. Ouais. Mais en vrai de vrai, moi, plus jeune, j'ai jamais voulu être danseur, j'ai jamais voulu être chanteur. Tu vois, j'ai regardé, que ce soit des Michael Jackson, qui tu veux. J'ai jamais eu cette envie Ah ouais? de chanter, non. Ok. Sincèrement, non. Ok. Moi, j'écoutais la musique, j'étais content, je dansais. Enfin, je kiffais, en fait, la musique, tu vois, en soi-même, tu vois. Ouais. Donc, quand je te dis qu'est-ce que je voulais en faire, c'est qu'est-ce que je fais de cette musique-là, tu vois. Donc, moi, j'ai jamais pensé, plus jeune, à dire je veux chanter. Ça n'a jamais été un truc qui m'a attiré. Le rap, j'étais au quartier, tous mes gars rappaient, je m'en foutais de rapper, je m'en fous, moi, de rapper. Sérieux? Mais je m'en fous, moi, de rapper, moi. Donc c'est vraiment Moi, les sonorités qui t'intéressent. Moi, c'est les sonorités. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais du truc? J'entends le truc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire de ce truc-là, tu vois? Ouais. C'était ça qui m'intéressait. Intéressant. Moi, le truc de rapper, chanter, je n'ai rien à faire, tu Ok. vois? Donc, ça veut dire que moi, tôt, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux en faire? Tu vois? Et j'ai découvert, je sais même pas comment, je sais pas si c'est mon père ou je sais pas comment j'ai découvert qu'en fait, je pouvais mixer les musiques. Non, mais je te dis la vérité, tu vois, j'ai dit quoi, tu peux mixer une musique, tu peux mettre un son et un deuxième son et que tu pouvais le mixer. Tu vois, tu pouvais le mixer et tu pouvais donc tu mixes et donc ça fait que t'as pas de blanc et tu peux commencer à faire un que truc avec. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ah, ça c'est intéressant, tu vois. Et donc de là, j'ai dit bon, ok, je sais qu'on peut faire ce truc là. Donc au début, tu vois, bon, à l'époque, tu vois, tu prends 2 lecteurs CD, tu superposes les 2 lecteurs CD, tu prends un mixeur et tu appuies play, et tu appuies play sur le deuxième, et puis tu vois, tu joues comme ça de gauche à droite et tout, tu vois, et c'est comme ça, tu vois. Tu faisais ça dans les soirées, dans les réunions. Dans les réunions, voilà, pour les camères qui connaissent, tu vois, tout ce qui est les réunions familiales, une réunion familiale, tontine, des trucs comme ça, bah c'est ça en fait. C'est comme ça que j'ai commencé, j'avais 11, 12 ans, tu vois. Et je mettais play. Et après, bon, tu vois que tu peux faire un truc, mais il faut que tu apprennes à comprendre le système comprendre le système. Donc, c'est là où j'ai commencé à apprendre c'est quoi mixer et c'est quoi être DJ, tu vois. T'as appris comment? Autodidacte, en fait. J'avais un ordinateur, j'ai appris le concept de tempo, les trucs, de machin. Mais comment autodidacte? En fait, ce que je veux dire, c'est que... Personne ne m'a appris rien. Il n'y a pas de YouTube, rien. J'étais dans ma chambre. En fait, ok, concrètement, tu t'es dit, tu mets play, et tu as essayé de transiter d'une musique à l'autre de la meilleure manière possible. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu n'as pas trop de notion de même BPM, mais quand tu es seul dans ta chambre. C'est ça, en fait, quand tu fais les mix de gauche à droite avec un truc, tu calcules pas le tempo. Tout ce que tu veux, toi, c'est... Concentre pas que tu... Non, mais on s'en fout ça. Parce que quand tu connais pas mais pas c'est ça, en fait, c'est ça. tu t'en fous du C'est tempo. Tu veux juste qu'il n'y ait pas de blanc. Le seul truc que tu vas utiliser, c'est la sélection musicale. C'est que tu vas essayer de ne pas passer du coq à l'âne automatiquement. Tu vois. Donc ça veut dire que dès le départ, tu as ce truc-là en mode, bon, je sais pas c'est quoi le tempo, je sais pas quoi, mais il faut qu'il y ait une certaine harmonie dans la sélection des titres. Très important. Donc moi, c'est sur ça que j'ai commencé. En mode, je sais pas c'est quoi le mix,
Mais si je dois mixer un truc de Camer, je peux pas mettre un Makossa et du Makossa, je vais dans du Ragamuffin et après du Ragamuffin, je repasse, je sais pas, du Bikuti, etc. Impossible. Donc, il fallait que je sache, ok, je mets mon Bikuti, après du Bikuti, comment je vais transitionner pour faire du Makossa, etc. Donc, moi, j'étais plus d'abord dans ce truc-là. Quand j'ai capté ce truc-là, j'ai dit, ok, bon, là, quand tu tapes là, on entend des c'est trop fouillis. Ok. Comment je fais pour... Sur le mixeur, il y avait déjà du coup les basses, les aigus. Tu as les basses et les aigus. Donc tu vois, tu joues avec pour transitionner et tout, tu vois. Mais je suis pas dans le tempo. C'est à un moment donné où tu dis, ok, bon, ta sélection, mais en fait, les gens, ils te regardent, à chaque transition, ils te regardent toujours comme ça. Tu vois, tu fais, tu vois, tu mets un petit pays, un Samizico, oh, c'est chaud, les sons sont bons, mais entre les deux transitions, je te regarde comme ça. Ils savent pas ce qui se passe. Ils entendent notre son. Ah, ok, c'est ce son-là. Ok, il y a le petit moment de. Il y a un qui bon. peut les sortir un peu. À chaque transition, il y a le bon 20 secondes de transition. Il fait quoi, le petit, là? Et après, ah, ok, mais ce son-là, ok. Tu vois, mais bon, t'es un petit, t'as 11-12 ans, personne va rien te dire, tu vois. On veut te motiver, donc personne va rien te dire, tu vois. Donc, il fallait que je capte c'était quoi le concept de mixer, tu vois. Donc, j'ai capté que c'était ces histoires de tempo, ces histoires de rythme, ces histoires de ce genre de trucs. Donc, j'ai appris à comprendre le rythme, à comprendre comment caler, le BPM, etc., etc. Et après, du coup, dès que j'ai compris ça, après, j'avais continué. Donc, j'avais quel âge? Ouais, tu vois, j'ai commencé à 12 ans, on va dire à 14. J'ai fait ça 1 an. Peut-être j'avais 15 ans, j'ai fait des anniversaires des potes, tu vois. Et à 16 ans, je fais ma première boîte. Tu vois, à 16 ans, je fais ma première boîte. C'est-à-dire que... Comment t'es arrivé à... Quel contact t'as eu? Parce que déjà à 16 ans, normalement, t'as pas le droit d'aller en boîte. Ouais, mais non. Donc... ce que je veux dire, c'est que... Comment ça s'est passé? En fait... Pour avoir ton premier kick. En fait, tu vois, moi, j'avais des gars à moi. Mes gars à moi, à 16 ans, c'était déjà des fêtards, tu vois. Ils étaient déjà dans la vie. Tu vois, ils étaient déjà dans les boîtes, ils étaient déjà dans les gonzesses, ils étaient dans les queutrus. Mais moi, j'y étais pas, tu vois. Tout le monde savait que Camero, lui, c'est ses platines, tu vois. Me parle pas de meufs. Il y a des meufs qui voulaient me dater. Moi, j'ai des CD à graver, j'ai des trucs à apprendre. Viens pas me parler, tu vois. Donc, moi, on savait que moi, j'étais un mec, viens pas me parler. Au quartier, on savait déjà que non, lui, c'est le DJ, mais très tôt, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu le temps de traîner, comme je te dis. J'étais pas dans le foot. Tu vois, comme on est au quartier, vas-y, tu vas jouer au foot. J'étais pas dans tout ça. Moi, j'étais en cours, je rentrais des cours. J'étais derrière mes platines. Je faisais que ça, tu vois. Donc, c'est fait que moi, j'étais pas dans le dehors. Mais j'avais des gars qui étaient déjà dans le dehors, tu vois. Et donc, ils étaient en mode... Donc, un gars à moi, qui s'appelle Resh, il m'a dit, je lui ai dit, hey, frère, il faut que je mixe en club, là. Et lui, il était déjà dans les boîtes de nuit et tout. J'ai dit, frère, tu connais pas un gars, nanani, nanana. Et il connaissait de contact un mec qui s'appelle DJ Dilby, que je salue. Et il lui a proposé, il a dit, ouais, tout, j'ai un pote à moi, tout ça qui mixe, etc. Et donc, du coup, le DJ Dilby, il est venu et il lui a dit, vas-y, ramène ton pote. Donc, j'avais 16 ans, j'ai pris mon métro. Toi, le dernier métro, j'arrivais à minuit 30. Je me souviens toute ma vie de ce truc-là. J'arrivais à minuit 30. Et donc, j'arrive en club. Donc, mon premier club. Je sais c'est quoi le mix et tout ça, tu vois. Mes premiers clubs, donc déjà, comme c'est mon premier club, je ramène, comme si je partais. T'as ramené la valise. Grosse valise, gros sac, table de mixage, ma platine, tous mes racks de CD. Comme à la maison, quoi. Comme à la maison, pour avoir le même setting, tu vois. Donc, je fais ça. Et donc, du coup, moi, j'étais pas spécialisé dans un truc en particulier. Je mixais ce qui marchait. Tu vois, je mixais les musiques du moment, tu vois. Et quand je commence, c'était beaucoup d'hip-hop, tu vois, beaucoup d'hip-hop, même musique afro. Ça, il n'y avait pas de musique afro. C'était plus la musique caribéenne. Tu vois, avant, il n'y avait pas beaucoup de musique. Il y avait de musique afro. Musique caribéenne, c'est zouk. Tout ce qui est zouk, dancehall, tu vois, Jamaïque, tout ça et tout, tu vois. Il n'y avait pas l'afro d'aujourd'hui, c'était pas ça. Tu vois, quand tu parlais d'afro, tu parles de Koffi Olomide, de Wera, des trucs comme ça, mais tu mettais pas ça en soi. On n'était pas fashion. On n'était pas fashion à l'époque. Voilà, c'était pas ça. Voilà, c'était pas ça. Voilà. Donc, tu viens, tu mets que du, tu vois, c'était Caraïbes, hip-hop, etc. et tout, tu vois. Donc, et à cette époque-là, pour le petit truc, c'est que les mecs là, Lil B faisaient des soirées hip-hop. Et ce qu'ils faisaient eux à l'époque, c'est souvent ils prenaient, bon, j'ai un DJ pour le hip-hop,
J'ai un DJ pour quand je veux mettre la musique caribéenne. Ouais. Si je veux quelqu'un qui met de la musique africaine, bah, je mets un DJ pour la musique africaine. Donc, en fait, ça fait que des fois, tu peux avoir 3-4 DJ, mais chaque DJ mixé À son truc. à son truc. Toi, c'était quoi? Moi, Pourquoi, toi? donc, moi, du coup, quand je suis arrivé, bah, on me met en début de soirée, moi. Moi, je suis pas, je peux pas venir encore à 3h du matin, donc on me met en warm-up. Normal. Donc, quand tu mets du warm-up, je suis en mode hip-hop. Ok. Donc, moi, je suis en mode warm-up. Et je mets du hip-hop, tu vois, je mets du hip-hop, machin, je mixe mon que truc, machin. Eux, ils prennent la soirée. Bon, 3h30, 4h, ils me disent, bon, tu peux faire un que truc. Tu peux un peu mixer, tu peux faire quelque chose. Donc, je sais plus ce que j'avais fait, tu vois, et tout. Et donc, je fais mon mix et tout. Ça se passe super bien. Et après, arrive la question fatidique. Bon, tu me payes combien? À l'époque, c'était pas avant, c'était après que tu... Bah, en fait... Mais moi, je m'en foutais d'être... En fait, en vrai, moi, je m'en foutais d'être payé. Moi, tout ce que je voulais, moi, quand on m'a parlé de boîte de nuit, quoi, boîte de nuit? Mes frères, tu vois, je m'en fous, moi, d'argent, quoi. Mais c'est mes gars qui... C'est le flex de beaucoup de personnes qui ont la chance de faire leur passion comme métier. C'est que souvent, quand tu vas travailler, finalement, tu sais qu'il faut que tu sois rémunéré parce que tu dois manger. Exactement. Tu dois faire vivre ta famille. Exactement, mais tu au vois. fond, quand tu fais l'activité, bah, tu te sens pas que tu travailles. Mais moi, c'est pas un travail. Tu viens pour... vivre de ta passion, quoi. Mais frérot, à 16 ans, prendre du plaisir. À 16 ans, tu penses pas. Là, tu vois ce que tu dis là, il y a trop de longueur. Oui, là, dans ce que tu non, me mais dis, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, comme il y a des gens qui sont passés avant nous, ouais. Et il y a des histoires que tu entends même quand tu as 16 ans aujourd'hui, sur comment sont les DJ, comment sont traités les DJ, les gens dans l'industrie de la musique, de l'artistique, bah, tu auras, quoi qu'il arrive, cette question de l'argent dès le départ, parce que tu te dis que on va vouloir t'exploiter au départ. En tout cas, moi, c'est l'idée que j'ai à l'heure actuelle, tu vois, et que j'avais déjà très tôt, c'est que bon, on peut vouloir t'exploiter, notamment quand tu débutes, parce qu'on se va dire, toi, tu connais pas les standards, soit justement, comme t'as pas encore de renommée, on va se permettre de mettre n'importe quel prix derrière ta durée de mix. Par exemple, aujourd'hui, j'entends des DJ, peut-être qu'à ton époque, c'était peut-être plus commun, Ouais. mais j'entends des DJ qui vont mixer peut-être pendant 6 heures, 7 heures, Ouais. on va leur donner 100 €, tu vois, Bah. et tu vois, peut-être, tu vois, à votre époque, c'est peut-être plus commun parce que finalement, les DJ, c'est moins démocratisé. T'avais moins d'interviews de gens qui sortaient, qui parlaient de comment est-ce qu'ils étaient traités. Bah, en fait, tu vois, DJ. Et aussi, dernière chose, les gens, je pense, quand ils mixaient plus par amour de la musique que pour l'argent. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, être payé une telle somme pour autant de temps de mix, c'est lunaire. Frérot, plus lunaire. je veux dire un truc. Dis-moi. 80, 90, 2000, 2010, 2020, le rapport à l'argent, il est pareil. On est là pour les dos, mon ami. Ah ouais? On est là pour les dos. Mais maintenant, le truc qui se passe, c'est que quand tu as 16 ans, Ouais. tu vois, je suis à 16 ans, je suis en seconde, Oui. je passe en première. Ouais. Je m'en fous de l'argent. Oui, Tu comprends? bien sûr, c'est pas l'air de la guerre. Tu comprends? à ce moment-là. C'est pas ton nerf de la guerre. Moi, tout ce que je veux, c'est mixer en club. Donc, mixer en club, me faire remarquer Ouais. pour pouvoir avoir une place. Déjà, dans ma tête, je me suis dit, mon objectif, c'était, il faisait soirée tous les mercredis. Ok. Mon objectif, c'était, il faut qu'il me prenne mercredi prochain. Tu vois? Non, Et normal, comme c'était normal. comme c'était les vacances scolaires, j'étais en mode, il faut capitaliser. Là. il faut capitaliser. Donc, il faut qu'il me prenne tous les mercredis. Il faut que le mercredi, je mets mon pied en boîte de nuit et que je mixe. Ok. C'est tout ce que je pense. Il t'a payé combien? Frère, il m'a payé en crêpes. Il m'a payé 20 balles. Il m'a payé 20 €. Comment ça en crêpe? C'est-à-dire que les 20 €, avec mes potes, on est partis à Châtelet, on a mangé des crêpes. Ils ont pris une crêpe au jambon. Moi, j'ai pris une crêpe au sucre. 20 € canette, il n'y avait plus rien. 20 €. Je te parle sérieux. Pourquoi t'as annoncé la somme? Mais je m'en foutais. Ok. En fait, moi, je m'en C'est ça que je foutais. voulais savoir. C'est mes gars, ils ont dit quoi? Tu payes mon gars 20 balles, 20 €. T'as vu comment il a mixé? Non. Je dis à mes gars, mais on s'en fout, les gars. Regardez, on a mixé, on a fait danser des gens. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Regardez ce que j'ai fait pendant 1 an et demi dans ma chambre. Ouais. Parce que j'étais dans. Pour te dire, moi, chez moi, mon setup de chez moi à l'époque, j'étais en face d'un mur. En face d'un mur Incroyable. blanc. Ouais. Donc, en fait, chaque fois que je mixais en face d'un mur blanc. Donc, pendant 1 an et demi, je mixais en face d'un mur blanc. Ouais. Donc, lorsque je Ça, c'est une grande différence entre toi et moi. C'est-à-dire que toi, t'as vraiment l'amour du mix. Mais moi, s'il n'y a pas de gens, c'est compliqué. En fait, j'ai besoin de ressentir, tu vois, les phéromones, je veux ressentir les émotions, les vibrations, tu vois. ça, c'est dans un normal. mur. J'aime la musique, mais je vois pas l'intérêt. Je préfère mettre de la musique dans mes écouteurs. Mais en fait, moi, tu vois, quand Tu vois ce que je veux dire? moi, je mixais en face de mon mur. Oui. En fait, le mur, c'était pas les gens. Moi, d'abord, quand je mixais, c'était en mode devant le mur, c'est OK. Faut que je fasse mes transitions nickel. On doit pas entendre que je transitionne. Oui, je comprends. Faut scratcher. Et c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Faut que je fasse mes que trucs. Ouais. Faut que je fasse ma sélection. Et Ouais. ça, j'ai pas besoin de gens. Ouais. J'ai pas besoin de gens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai besoin juste de mes platines et des enceintes. J'ai eu la chance d'en avoir. Donc, ça fait que j'étais en cours.
je dormais des fois à 3h, 4h du matin. Je me réveillais après à 7h, 8h pour aller à l'école. Et je faisais que ça, en fait, tu vois. Donc moi, sincèrement, tu peux pas imaginer, frérot, j'étais même pas dans le truc de il y a des gens, il n'y a pas de gens. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il fallait que je sois compétent. Ok. Tu vois, d'abord, c'est très important. D'abord, tu vois, le plus important, et moi, j'ai été formé comme ça. Tu vois, c'est mon truc d'abord. Et ça reste encore aujourd'hui. Et que, on peut en parler après, mais je pense que c'est moins important aujourd'hui, tu vois. Mais la compétence, il fallait que je sois compétent. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand j'arrive dans un endroit, je dois arriver, ok, il connaît son métier, il connaît c'est quoi être DJ, tu vois. Sachant, frérot, j'arrive, j'ai 16 piges. La fameuse excellence camerounaise. Voilà, tu vois. C'est ça. D'abord, je vais être compétent. Et surtout, n'oublie pas, j'ai 16 ans. Donc, quand j'arrive 16 ans, déjà, je suis le plus jeune de tous, tu vois, qui arrive. Donc, t'as plus à prouver. J'ai plus à prouver. Donc, quand j'arrive, il faut que je sois compétent. Donc, quand je mixe chez moi, c'est que je dois être compétent quand je sors de chez moi. Donc, quand le mec, il me donne 20 €, je m'en fous. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il m'a dit, frérot, viens la semaine prochaine. Et t'as booké pour les mercredis d'après. Exactement. Voilà. Tu vois. Donc, voilà. il m'a booké pour pour les mercredis. Donc, ça fait que, je me souviens plus, mais je pense que pendant pratiquement tous les mercredis d'été, bah, j'étais là-bas, en fait, tu vois. Donc, j'ai fait des warm-up, mais de temps en temps, maintenant, je commençais de plus en plus à mixer durant la soirée, tout ça, mais ça m'a donné l'expérience que j'ai eue là-bas en 2 mois, c'était un truc de ouf, tu vois. Il y avait un DJ que t'admirais à l'époque, ou quelqu'un que tu regardais. Sincèrement, c'est ça, en fait, le truc. Parce qu'on m'en parlait là dernièrement, on me dit, ouais, c'était quoi tes modèles et tout. Et en fait, comme je te disais, moi, quand j'ai appris à mixer, tu vois, tu connaissais les noms les Cut Killer, les Abdel et tout, mais en fait, j'avais jamais regardé de vidéos de DJ, il y avait pas de DMC, de DJ. Sincèrement, non. Non, c'est-à-dire que quand maintenant j'ai appris à mixer et que je savais mixer, je partais maintenant en soirée pour écouter les DJ. Tu vois, pour écouter les DJ, pour écouter comment ça se passait, tu vois, en soirée, les trucs. Donc, tu partais dans les soirées. À l'époque, les soirées caribéennes, à l'époque, c'était Caraïbes ou hip-hop. Ouais. Donc, tu partais en soirée caribéenne. Les DJ du moment, c'était Jairo, Mike One, Willy, Nico, mais c'était Jairo. Les deux, c'était Jairo, Mike One. Okay. Tu avais Almighty aussi, mais c'était Jairo, Mike One, tu vois. Et tu partais dans le hip-hop. Bon, sincèrement, moi, en tout cas, il saurait que quand je faisais des trucs, c'était les skis. Tu vois, ouais, moi, je te dis, moi, c'est skis. Après, maintenant, tu me dis Abdel, Cut Killer et tout. Bah, quand je sortais, je les voyais pas, moi. C'était des restas, frère. Donc, moi, tu vois, on parle après, mais moi, Abdel, je l'ai connu que quand j'ai travaillé avec lui, tu vois. Je le connaissais que de nom, mais j'avais jamais regardé un de ses sets. Je connaissais pas son travail. Je connaissais 2-3 sons, DJ Abdel à l'ancienne et tout, mais je connaissais strictement rien. Et je trouve que pour moi, c'est un concept aussi de travail. C'est que j'essaie pas trop de regarder ce qui se fait à gauche et à droite. Parce que je trouve que quand tu regardes trop ce qui se fait de gauche à droite, ça peut beaucoup influencer ta personnalité, de ce que tu veux faire, etc. Tu vois. Forcément. Donc, je pense que c'est important de connaître ce qui t'entoure, donc de connaître ton marché, de connaître un peu tout ce qui t'entoure autour. Donc, c'est pour ça que quand je sortais, tu vois, tu vas au carré, tu entends Jairo, tu entends ses mix, ah ouais, non, les trucs, Et moi, quand j'arrivais, j'étais en mode... Ah ouais, il a vraiment mixé, je devenais comme un fou, mais en mode putain, ah ouais, son scratch, ah ouais, machin. Tu m'entends un autre, tu vas chez Skiz. Les DJ Tyler Durden, je partais au Madame, ou à l'époque 6-7, et sur l'époque, j'entendais des trucs, putain, son mix, putain, machin. Mais juste pour, ok, les gars font des sessions, les gars font des trucs, voilà. C'est où, moi maintenant, je vais avoir ma valeur ajoutée, on va dire, dans ce gars-là, il n'y a rien à faire. Ce mec-là, il est différent des autres, tu vois. Donc, quand tu veux essayer d'être différent des autres, si tu t'écoutes trop ce qui se passe, je pense que d'avoir ta touch, tu vas pas réussir à l'avoir. Donc, moi, j'essaie toujours de... Ah, ça fait sens. Tu vois. Ça fait sens. Après, quand tu débutes, c'est quand même curieux de faire ça parce que, après, toi, tu as mixé pendant des années dans ta chambre. Donc, comme tu dis, tu avais de la compétence. Peut-être tu avais déjà une idée de ce que tu voulais être, du type de DJ que tu voulais être. Mais à cette époque, enfin, je veux dire pas à cette époque, mais quand tu es jeune et que tu débutes, savoir exactement ce que tu peux apporter à la scène musicale sans regarder les autres, c'est compliqué. Tu vois, ou même savoir ce qui marche et ce qui marche moins sans regarder les autres, c'est compliqué. Et parfois même, tu peux prendre plus de temps si jamais tu vas apprendre tout seul et on va dire tomber avant de te relever. Tu peux mettre beaucoup plus de temps à percer, on va dire, qu'en copiant des choses au départ et après en trouvant comme je dis, j'ai 16 ans. Ta signature. J'ai 16 ans. Ouais. Donc à 16 ans, pour entrer en club, c'est pas facile. Ouais. T'as capté. Donc,
quand moi je rentre à 16 ans au club, c'est toujours avec, j'avais la même équipe, on rentrait parce que eux c'était des gars du dehors, tu vois, donc je rentrais avec eux, etc., tu vois. Donc, la première année, tu vois, quand je mixe et machin et tout, je suis sorti que peut-être 2, 3 fois, même pas. Quand je fais mon premier club, je suis jamais mis pied en club. Ouais, mais oui, c'est parce qu'en fait, moi, je réfléchis avec la mentalité d'aujourd'hui. Il Tu y a vois, YouTube, où il n'y a pas tout ça. ouais, T'as pas tout ça. t'as des reviews de soirée, tout ça, alors que non. Moi, je suis À arrivé, l'époque, c'était pas comme ça. je sors après mes premiers mix. C'est-à-dire que Ouais. quand je sors écouter les autres, c'est que j'ai déjà Oui, mixé en club, oui. j'ai déjà fait des trucs. Ouais. Mais moi, j'apprends tout sur le... Comme je te dis, j'apprends tout sur le tas. Je ne connais pas. Je dis, j'arrive juillet, j'avais 15 ans. Ouais. Donc, je venais d'avoir 16 ans. Ouais. Je vais rentrer pour aller où? J'ai vu les vidéos où? Je connais quoi? Je connais rien. Moi, quand j'arrive, je vais juste sur mes compétences, on va dire sur ce que je pense vraiment foncièrement de ce qu'est quoi le mix, de ce que machin et tout, tu vois. Et donc, du coup, lorsque je fais tout cet été là-bas, bah, je vois passer des DJ, tu vois, des skis, des machins. Donc, ils ramènent beaucoup de guests, Ouais. guest hip-hop. Donc, c'est là maintenant que je commence à écouter les gens. Ah, ok, ouais, ils font des trucs. Ah, ouais, ah, ouais, quand c'est les vinyles, c'est comme ça, tu mixes. Ah, c'est comme ça. Ah, ok, ouais, il y a tel d'autres. Ah, ouais, ces autres platines aussi. Et puis, donc, en 2 mois, je fais une formation accélérée du truc, tu vois. Et après là, c'est là où je commence un peu à sortir. Je commence un peu à avoir d'autres personnes. Je commence un peu à voir, ok, donc il y a ci, il y a ça. Et là, je commence à dire, ok. À ce moment-là, tes parents, ils disent quoi? Parce que t'es encore dans les études, il te voit sortir la nuit, rentrer tard. Frérot, moi, j'ai une chance de ouf. Moi, ma mère, elle m'a toujours soutenu, frérot. C'est-à-dire que ma mère, moi, elle était toujours dans les études, mais tu vois, ma mère, c'est une camère, donc elle va jamais te dire arrête tes études. Mais elle m'a toujours soutenu. Frère, une semaine avant mon bac, j'étais en club en train de mixer. Tu vois, mon bac était vendredi, le lundi, j'étais en train de mixer, tu vois. Tu vois, les veilles de bac, je mixe, tu vois. Et ma mère, elle m'a toujours soutenu, en fait. Peut-être, il faudrait peut-être lui poser la question, peut-être, peut-être ce petit, il connaît son karaté. Je sais que, tu vois, moi, j'étais en mode, frère, je vais mixer, mais t'inquiète pas. L'école, moi, l'école, c'était en mode, pour moi, l'école, c'était une équation. Et dès que je savais résoudre l'équation, c'était bon. Je savais que, ah, vas-y, pour avoir mon bac, il faut que j'ai tant de notes ici, il faut que j'ai tant de notes ici. Ouais. Tu vois, j'avais déjà fait mes calculs et tout. Ouais. Et donc, moi, sincèrement, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours soutenu. Donc, en fait, chaque fois que je sortais, elle savait où j'étais. J'ai jamais mytho pour dire, Ok, ouais, ça tout. que j'allais te demander. J'ai jamais menti pour ça. J'ai jamais menti pour dire, ouais, non, je vais dormir chez un pote. Sachant que je crois que j'ai jamais dormi chez un pote. Les soirées pyjama, je connais pas. Enfin, j'ai jamais fait ça. Ouais. Donc, j'ai jamais fait ce truc-là pour pouvoir aller en club ou quoi. Ouais. Ma mère, quand je sortais, comme elle connaissait mes potes, du coup, elle savait où j'étais. Elle savait que j'étais en club en train de mixer à 16 ans. Elle le savait. Les cartes étaient déjà sur table, tu vois. Donc, du coup, sincèrement, j'ai eu la chance d'avoir ça. Mon daron, autre chose, tu vois. Mon daron, j'ai caché, il savait pas, il a su bien après. Quand il a su, c'était la guerre. Il a jamais, faut dire jamais voulu parce qu'aujourd'hui il accepte, mais il n'a pas voulu. C'était une grosse guerre, tu vois. C'était une grosse guerre pendant de nombreuses années parce que pour lui, ça rentrait pas dans sa tête. Pour lui, c'est un loisir, c'est pas un métier, tu vois. Alors que moi, comme je t'ai dit très tôt, c'est ça que je voulais faire. Donc, avec mes parents, mon père surtout, ça a été la guerre. Ça a été la guerre longtemps, longtemps, avant qu'il accepte, qu'il me serre la main et qu'il me dit ok, c'est bon, tu vois. Mais ça a été la guerre. Ok. Tu vois. Ok. Ouais, je connais les pères camerounais. Hein. Je sais comment c'est. Enfin, les familles camerounaises même en général, parce que parfois ça va être la mère qui sera comme ça, parfois ça va être l'oncle, parfois même c'est les gens qui vont parler dans l'oreille de tes parents pour leur dire mais qu'est-ce qu'il fait, Mais Joe, comment est-ce qu'il va se construire un avenir. Et c'est fort que ta mère, malgré tout, elle ait réussi à te donner sa confiance et faire en sorte que tu saches qu'elle soit derrière toi tout ce temps. ma mère, c'était une personne, je suis un ouf moi, c'est une personne super ouverte, tu vois. Et très tôt, À cette époque-là, en plus. elle était Ah, déjà c'est- très ouverte dans le sens où c'est rare. en mode, vas-y, en Teste. fait, allez voilà, tu vois ce que je veux te dire. Trouve-toi. Voilà. Et ma mère était en mode, bon, ça marche pas. En gros, dans sa tête, je suis sûr, ça marche pas, il fait autre chose, tu vois. Mais va au bout du process, Ouais. tu vois. Et ma mère était Si elle avait été comme ton père, tu penses que tu aurais continué? bah en fait, oui. Ok. Parce Ok, qu'en non, fait- c'est juste pour voir un peu la force mentale que tu avais à ce Non, mais moment-là non, déjà. parce que oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je savais que c'était mon plan A, tu vois. Pour moi, c'était ça, Oui, tu vois. oui. Pour te dire, je savais. Et comme je te dis, à l'époque, ou même c'est plus tard, en fait, que j'ai compris vraiment comment j'allais pouvoir vivre de ce truc-là, tu vois. Au début, j'étais juste en mode, faut que ça soit mon métier.
mais je savais pas combien j'allais gagner. Enfin, tu vois, il n'y avait pas ce côté, je veux juste dire, il faut que je fasse ça de mon métier. Parce que pour moi, très tôt, j'ai dit, tu connais quand tu fais tes stages d'entreprise, tu fais des stages de machin, très tôt, j'ai dit, bosser pour quelqu'un, c'est pas possible. Tu vois, très tôt, j'ai dit, très tôt, à 15 ans, je dis, je peux pas bosser pour quelqu'un. Je peux pas me réveiller à 7h, 8h du matin. C'était impossible, c'était inconcevable pour moi. Je savais très tôt qu'il fallait que je fasse un truc qui me plaise. Et ça me plaisait. Et j'avais pas d'autres trucs dans la vie qui me plaisaient à part ça. Donc, c'est ça que je veux faire. Je sais pas combien je gagne, je sais pas combien je vais gagner, je sais pas comment ça se passe, je connais pas les rémunérations, j'en sais strictement rien. Mais c'est ça que je veux faire. Donc, du coup, de base, c'était ça, tu vois. Mais malgré tout, tu connais, vu que mes parents, ils m'ont bien mis dans la tête l'école. Donc, ce qui fait que pendant longtemps, j'ai fait l'école et ça à côté, tu vois. Et à quel moment t'as lâché l'école, du coup? À quel moment? Frérot, j'ai fait un bac+3. Au bac+3, je voulais arrêter, tu vois. Ouais. Je voulais arrêter l'école. Mais mes darons, ils me parlaient plus déjà. Ils savaient déjà. Mais en fait, mes darons plus jeunes, ils m'ont tellement jacassé avec un bac+5 qu'il fallait un master. Que je me suis dit, il faut que j'ai le master. Okay. T'as capté? Mais en fait, et quand j'ai fait le master, j'ai même pas fait le master pour dire que je vais utiliser le master. J'ai fait le master pour dire que vas-y, j'ai un bac+5. Maman, papa, j'ai fait. T'as capté ou pas? Laissez-moi. T'as capté où? Mais c'est pas pour me laisser. En fait, là, mes parents. Parce qu'en fait, ils t'avaient déjà matrixé. Ils m'ont matrixé dans mon truc. Ils m'ont matrixé dans la tête en mode, ouais, bac+5. C'est ça. Tu vois? Et ils m'ont matrixé en mode bac+5. Bac+5. Frère, j'avais 10, 11, 12, mon daron. bac+5. Je sais pas c'est quoi, frère, tu vois. Donc, quand moi j'ai mon bac+3, je peux arrêter et me dire, vas-y, je me mets à 100% dedans. Mais, sincèrement, les 2 dernières années pour le master, du coup, le master, je l'ai fait vraiment en lien avec la musique. Donc, j'ai fait en événementiel. Donc, pour que ça colle et que je reste dans ma passion et tout, et que voilà. Mais en fait, en vrai, je l'ai juste fait pour dire, ok, j'ai un bac+5. Et à ce moment-là, donc vers les dernières années de master, les gens savaient que tu mixais, j'imagine, dans tes études. Mais frérot, bon là je peux le dire, mais la prescription, mais quand je fais mon master, le truc qui se passe c'est quoi? Je fais mon master, donc du coup en master maintenant tu vas faire l'alternance, t'as besoin de thunes, machin. Exactement, et tout. Oui. Mais frère, trouver un master en événementiel, frérot, c'était déjà trop long. J'ai dû regarder, 10 minutes pour voir les entreprises. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai créé ma propre entreprise et j'ai dit à l'école, j'ai bossé dans ma propre entreprise. Mais comme je pouvais pas me mettre moi chef, j'ai mis une pote chef. C'est-à-dire que j'ai dit à ma pote, hey, écoute, je vais faire mon entreprise et en fait, on va bosser ensemble. C'est toi, mais c'était juste un prête-nom. Et donc, en gros, elle a mis son nom. Et en plus, elle pouvait être ma tutrice parce qu'elle avait peut-être 2-3 ans de plus que moi. Donc, elle avait la licence, elle avait tout ce qu'il fallait pour être tutrice. Donc, c'était ma tutrice, ma pote. J'ai créé mon entreprise. Et donc, quand j'étais en mode entreprise, j'étais chez moi, je dormais. Et quand c'était les cours, j'allais en cours, tu vois. Mais attends, c'est pas l'entreprise que tu as utilisée après pour mixer et tout ça? Non. Ah, donc c'était une entreprise fictive, en fait. Cette entreprise, elle était... Enfin, je veux dire, c'est pas une entreprise qui a servi, quoi. Non, en fait, en vrai, dès que le master a fini, tu l'as fermé. Une semaine après, l'entreprise n'existait plus. Tu vois, je l'ai dit, vraiment véridique, tu vois, pour te dire. Donc en fait, c'était en mode, je vais faire le master, mais je vais le faire comme moi je veux. Tu vois, vraiment que ça reste dans tes termes. Dans mes termes. Tes règles. Okay. Donc j'ai réussi à faire ça, tu vois. Pas mal. Tu vois. Donc j'ai fait le master donc pendant 2 ans et quand je présentais mes soutenances, tu vois, on me présente, présenter un projet que vous avez fait cette année. Frérot, j'ai présenté mon anniversaire, frère. Tu vois. Je suis arrivé en soutenance, mais je te jure, j'ai présenté mon anniversaire. Voilà, on a loué le Red Light. Mais je savais pas que c'était mon anniversaire. J'ai juste enlevé, sur la fiche, j'ai donné tout pareil, j'ai juste enlevé Camro Birthday. DJ Camro Birthday, je l'ai enlevé. Et voilà, on a loué le Red Light et tout, voilà. On devait booker des artistes. Et donc, tu vois, à cette époque-là, comme moi, j'aime bien faire mes gros anniversaires. Donc, à l'époque, quand on fait cet anniversaire... Il y a déjà la culture du DJ qui fait son anniversaire. C'est aujourd'hui, les boîtes, elles vont se dire ce prétexte pour faire des événements. Frérot, tu sais que quand je faisais des événements, c'est juste pour faire connaître mon nom. Ok. Moi, c'était pas... En fait, moi... Je pense qu'il y en a d'autres qui font ça aussi pour ça, hein, mais... Moi, c'était pas l'anniversaire que je fais l'anniversaire pour dire c'est mon anniversaire. Quand mes anniversaires étaient le bon moyen de faire connaître mon nom. Et donc, quand je faisais mes anniversaires, j'essayais de faire que des trucs de ouf, tu vois, en privé ou en public, juste pour en fait que mon nom il circule dans Paname, tu vois. Donc il y a une année,
Une année, je prends la fouine. Quand la fouine, c'est hydrocarbure. Quand c'est un. Tu vois, je le prends. En guest. Il vient, il chante. On voit des gens. Cameroun, il a ramené la fouine à son anniversaire. Non, j'avais pas l'âge à l'époque. Je serais venu. Donc on vient, et la fouine dit, joyeux anniversaire à Cameroun, c'est la famille. 4D et tout, machin, tu vois. Ouais. Et quand c'est mon master, et ben là, je décide d'aller au-dessus. T'as capté? T'as fait quoi? Je dis, bon, vas-y, je vais faire un concept house hip-hop. Tu vois? À l'époque, tu vois. Et donc, je prends le Red Light. Et le Red Light, en fait, t'as 2 salles. Et donc, je dis, je vais faire une salle house, une salle hip-hop. Mais maintenant, pour faire ça, il me faut des artistes. Donc, je dis, écoute, là, le hip-hop, là, il nous faut que du lourd. House, que du lourd. Donc, en house, je prends un groupe qui s'appelle Despacito, là. Mais le son de... Ils ont fait un son connu, le tin. Je les prends eux. C'est ça qui marchait, je les prends eux. J'arrive à trouver le contact manager, je les prends eux. Je paye le truc d'Italie, machin, je les récupère avec. Frérot, je les récupère en voiture, je crois. J'avais une Golf 3, mais une vieille caisse. Je vais les récupérer à l'aéroport. Mais en mode, je respecte en rien ce qu'ils me demandent et tout. Ils sont d'où, eux? Quel pays? Des Italiens. C'est des mecs d'Europe, tu vois. Et je respecte rien de ce qu'ils me demandent. Je vais avec une vieille voiture, c'est moi qui conduis. Mais ils me disent rien. Parce qu'en fait, ils voient le jeune en mode. Qui a faim. Tu vois. Ils disent rien. Ça me disent rien. Je les amène à l'hôtel, machin et tout. Machin. Donc, je ramène eux. Ouais. Maintenant, il faut le côté hip-hop. Ouais. Je dis, bon, je vais ramener Omarion. Mais non. Je dis, je ramène Omarion. Je te jure. J'ai dit, bon, on ramène Omarion. Donc, j'arrive à négocier. Frérot, tu connais, on a faim. Je connais pas mes 4-4-2. J'arrive à trouver le contact de machin de Omarion. Boum, j'arrive à signer Omarion. Donc, j'annonce, les gars, VS Omarion. Ça commence à péter. Mais en bas, toujours Camro Birthday. Donc, toujours, t'as capté, toujours le nom Camro, toujours devant, tu vois. Donc, j'arrive à choper Omarion. À ce moment-là, t'étais encore DJ? J'étais toujours DJ. Ok. Donc, DJ Camro Birthday, oui. mais je mets Omarion, tout. Donc là, pour Paris, ça va péter. Tu vois. Lourd. Donc, je fais le truc et tout. Une semaine avant, j'ai plus Omarion. Donc, c'est quoi? Je dis aux gens qu'il n'y a pas Omarion ou je le remplace. Je dis rien. Le jour J, je dis rien. Paris risqué, ok. Je dis rien. Ouais. Je fais cette soirée et je remplace Omarion par Ron Browns. Donc, c'était le mec qui avait fait Arab Money et Pop Champagne. Voilà. Arab Money. Ouais, carrément. C'était à l'époque, c'était un truc. Bien sûr. Encore aujourd'hui, je le mets, ça pète. Ça pète. Oui. Je le remplace par lui. Et je ramène Booba. Ah, ok. Tu vois, tu mets que lui? Non, j'ai mis lui, et plus Booba en guest. D'accord. Et Booba, c'est quelle époque? Double Poney? C'était l'époque... Ouais, c'était Bulbi. Non, c'est pas Bulbi, c'est ouf. Ouais, c'est double poney. Hein. Ouais. C'était double poney, machin. Ok. C'était chaud. Ça carbure, tu vois ce que je veux te dire. J'arrive à trouver le contact, machin. Il me dit, ouais, l'annonce pas. Je dis, t'inquiète pas, j'annonce pas. Et il me dit, mais il va venir en mode présence, mais il prend pas le micro. Je dis, ah ouais. Je dis, ramène-le, c'est pas grave. T'inquiète. Moi, dans ma tête, j'ai dit quoi? J'ai dit, il va prendre le micro. T'inquiète pas. Il a pris le micro. Il a pris le micro et il a chanté. Et les gens, c'était comme des oufs. Les gens, ils ont oublié Omarion direct, frérot. Il y a des films de ça, il y a des trucs. Tu vois des extraits aujourd'hui, c'est... Sincèrement, moi, à l'époque, j'ai toujours à l'époque comme c'était, mais toi, j'avais pas des iPhones, de machin, de trucs et tout, tu vois. Mais je pense que, tu vois, il y a des mecs, des archives, mais je pense que tu peux trouver des Booba Red Light, et tu vois, à l'époque, et je pense que tu peux trouver, tu vois, même cette soirée, tu vois. Même, je pense que même, parce que j'avais organisé ça avec des gars à moi, je pense qu'ils peuvent avoir des photos et tout, tu vois. Je crois que je peux même en avoir des photos où tu me vois sur scène avec Booba et tout, machin. Booba, il s'en souvient même pas, il s'en bat les couilles et tout, tu vois. Mais moi, à l'époque, petit jeune que je suis, j'arrive à le ramener et je paye, Frérot, c'est un truc que tu connais, je suis en mode moins 20 000, la soirée, je suis en perte. C'est ça que j'allais dire aussi. D'où sortent les fonds?
Puis frérot, tu connais, je sais même pas. Ça tu mixais un peu, tu viens, tu mixes, tu fais des empreintes, frérot, tu connais. On est là, on est des débrouillards. Donc l'argent il va sortir. Ah, c'est beau. Tu vois, l'argent il va sortir et l'argent il est sorti, tu vois. C'est beau. Et donc du coup, quand je fais ça, tu vois, lourd. Et donc du coup, c'est ça que je présente à l'école. Ouais. Donc je présente ça à l'école, j'enregistre le Cameroun, j'enlève ça et je raconte cette histoire-là et c'est ma soutenance. Tu vois, bon. J'ai pas une note de ouf, mais j'ai au moins la moyenne. Parce qu'en fait, en vrai, avec un peu de recul, tu vois, il y a des gens qui travaillent à Disney, qui font des incentives, 100 personnes, ils vont, je sais pas où, en Australie, tu vois. Ouais. Donc, dans ta classe, t'as plein de. Tu vois. Moi, je suis le mec qui parle de soirée, de nuit. En plus, t'as toujours cette connotation. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Même aujourd'hui, tu sais. Moi, je pense que c'est peut-être moins mal connoté parce qu'en plus, la Red Light, soirée hip-hop, house, bon, house encore peut-être que tu vois, à l'époque, c'était peut-être vu comme un bon genre de musique, mais le hip-hop, c'était vu comme ghetto, c'était vu comme. Donc, j'imagine que dans ce type d'école-là, oui, ça va pas être prisé. Frérot, tu vois, c'est pas bien vu, tu vois. Ouais. Mais pourquoi ils m'ont accepté? C'est de l'événementiel. Donc, c'est un type d'événementiel, c'est une petite branche, mais ça reste une branche. Mais si aujourd'hui un élève de là-bas fait ça, je pense que les gens se rendraient compte. Oui, ils se rendraient compte que. Tu vois, de ce que ça représente. Exactement. Tu vois. Avis, ouais. Mais quand je l'ai fait, non. Tu vois, quand je l'ai fait, pour eux même, c'était ils connaissent pas, ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi. De moi, comme ils m'écoutaient, pour eux, c'était intéressant en mode, ah ouais, c'est marrant son truc, tu vois. Mais en fait, en vrai, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. Ouais, on va faire un séminaire pour 100 médecins, machin et tout, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Et frérot, c'est tous mes débuts. C'est que ça, frère. On y va. Tu me payes quoi, 100 balles, vas-y, je le prends, et puis je vais là-bas, et j'ai fait que ça pendant peut-être 10 piges, tu vois. Et après, je sais que t'as été MC. Ouais, j'étais MC. Comment c'est arrivé? Comment t'as transité de DJ à MC? En fait, ça arrive, je finis mon master, je fais tous ces trucs-là, mais tu vois à côté de toi qu'en fait, les gens, ils avancent. Tu vois, les gens, ils ont signé des CD, tu vois, ils commencent à être un peu plus installés, ils commencent à avoir des rémunérations fixes. Et moi, je finis le master. Et c'est la première fois où je me dis, peut-être que ça doit peut-être rester qu'un hobby. Parce que je vois à côté de moi, ça évolue de ouf. Et moi, en fait, je vois que ça évolue pas. En fait, il n'y a rien de stable. Je vais avoir une date peut-être tous les 2 mois ou une date par mois. J'avais rien de stable. Le fameux moment où soit tu arrêtes, soit tu vas plus fort. C'était ça, en fait. Et même pas plus fort, en fait. C'était en mode, ça fait 10 ans que je fais ça. Parce que j'ai commencé à 16 ans. J'ai 26, 25, 26. Et je me dis, bon, je fais quoi? Soit je continue, ou soit j'arrête. Mais j'étais en plus en mode, vas-y, je vais commencer un peu à trouver un job, là, parce qu'il y a tous mes potes, là, ça commence à accélérer, ils avancent, et moi, je commence à rester sur le carreau. Je fais un CV. Première fois, je fais un CV. Je vais à Déco. Je commence à poser mon CV. Il me dit, ouais, il faut tel papier. J'ai dit, quoi? C'est long. Je suis plus jamais parti. Je suis plus jamais reparti. Mais j'étais dans cette période où je sais pas quoi faire, tu vois. Et à cette époque-là, ça payait combien? T'avais quoi comme cachet en tant que DJ? J'imagine que t'avais 200 balles. Plus 20 euros. Non, 200 balles. 200 balles l'heure. Non, pas d'heure, frère. 200 euros la soirée. Non, oublie les heures de trucs. Quand t'es DJ, en fait, dans l'artistique, il n'y a pas du tu bosses à l'heure. Tu bosses à la prestation, tu vois. Et moi, je n'étais pas en mode je bosse l'heure ou quoi. Des fois, on est 2 DJ. Vous êtes 2 DJ pour la soirée. Des fois, tu es un seul DJ, tu mixes tout seul pour la soirée. C'est 200 Aujourd'hui, c'est un peu différent, je pense. Non, aujourd'hui, c'est cadré différemment. C'est cadré différemment. Tu en as 3, 4, 5. Tu te pries pour une soirée, tu vas prendre peut-être 250 €. Aujourd'hui, 200 €, tu peux prendre pareil, mais tu vas mixer quoi? 1 heure? C'est ça. Tu vois? Avant, tu peux mixer toute une soirée, tu peux mixer 3, 4 heures. Tu vois, c'était 200 € la prestation. Donc, en soi, moi, je trouvais que c'était bien, mais c'était pas régulier. Bien sûr. Tu vois. Mais j'ai un pote à moi, Daous, DJ Daous, qui était beaucoup plus en place que moi à cette époque-là. Il était lui au Gibus, pour ceux qui connaissent, il faisait le Gibus, il faisait des tournées, il partait, et lui, il était déjà MC. Et il était DJ déjà, tu vois. Il était déjà DJ et MC, tu vois. Et il tournait, il partait en Russie, il partait machin et tout et tout. Et moi, quand je mixais, j'étais déjà quand je DJ, moi quand je mixais, ma valeur ajoutée c'était le micro. Parce que moi j'ai mixé et j'animais de ouf au micro. T'as capté? Et j'étais spécialisé en mode quand tu prends un Camaro, tu sais que il va te mettre une grosse ambiance. Et en plus, il sait autant bien mixer du hip-hop
que du Caraïbe, que de l'afro en mode ivoirien, machin. Il va te mixer ça comme t'es. Mais en fait, il te fait une session afro, tu as l'impression que t'es au maquis. Il te fait une session hip-hop, tu as l'impression d'être à Harlem. Il te fait une session Caraïbe, tu as l'impression d'être aux Antilles. Et c'était ça ma force. Tu vois, c'était ça ma grosse force, tu vois. Et je faisais ça. Et mon pote Daous, il devait mixer au Milliardaire. Tu vois. Et du coup, il était malade. Donc il m'appelle, il me dit, Camaro, viens, remplace-moi s'il te plaît au Milliardaire. Ouais. Parce que je suis malade. Je dis, vas-y frérot, j'y vais. À l'époque, le Milliardaire, c'est une grosse boîte. Frérot, le Milliardaire, c'est un truc de fou, frérot. The Place to Be sur les champs, je vais au Milliardaire. Mais frérot, j'étais là-haut, j'étais comme un ouf. Ouais. Je le remplace. Et l'organisateur, il lui dit, mais frère, tu me parles de Camaro, c'est qui Camaro? C'est quoi tu me parles? Moi, je te dis, c'est toi, je veux, parce que lui, était déjà dans le milieu hip-hop. Moi, j'avais commencé dans le hip-hop, bah, après, tu connais, j'ai navigué dans l'afro, j'ai fait Caraïbes, j'ai tout fait, j'ai bifurqué, comme j'étais un peu tout terrain, je partais un peu partout, tu vois. Il me dit, mais c'est qui Camaro, machin? Daous, je lui ai dit, hey, frère, t'inquiète pas, je te ramène lui, je te le remplace, tu vois. Il me ramène là-bas. C'était un lundi. J'étais pratiquement la même config qu'il y a 10 ans, en mode. Je veux qu'il me rappelle. Il faut qu'il me rappelle. Parce que lui, il fait des soirées tous les lundis, et c'est des soirées. Là, frérot, tu vois, c'est des soirées, tu viens, tu mixes, t'avais tous les footeux, t'avais tout le. Tu vois, tu mixes, t'avais quelqu'un dans les boîtes de nuit, donc le réseau, le machin, ça va très vite, tu vois. Donc, je vais là-bas, première soirée, j'éteins. J'ai pas peur de le dire, j'éteins. Et quand j'éteins, il me rappelle direct. Le lundi suivant. Ouais. Et finalement, mon pote Daous, qui est mon pote, tu vois, c'est mon gars. Bon, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est mon gars. Frérot, finalement, ils l'ont pris que 1 ou 2 lundis, mais finalement, ils l'ont plus pris. Ils l'ont plus pris, frère. Parce que j'étais là. Mais non. Mais je te dis. Mais ok. Mais ça a entaché votre amitié ou pas? Mais non. Non, il était. Aujourd'hui encore, c'est un de mes meilleurs amis, c'est mon gars. Tu vois ce que je veux dire, c'est mon frère. Mais ils l'ont plus pris. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'étais là. Et surtout, à l'époque, quand je suis arrivé en mode. Quand je mixais MC. Et donc, comment j'animais, je dis, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce fou? Parce qu'en fait, à Paris, ça n'existait pas. Soit tu prends un MC, donc, et t'en as pas 20 000, c'est Big Ali ou quoi. Et les MC, c'était que sur 100 soirées, t'avais peut-être que 2 soirées où il y avait un MC. Aujourd'hui, tu sors, s'il n'y a pas un MC dans ta soirée, il n'y a pas de soirée. T'as capté? Sur 100 soirées, il y a 100 MC. À l'époque, c'était plus sur 100 soirées, il y a 2 MC. Donc, déjà, il y en avait peu. Et donc maintenant, quand t'as un DJ qui te fait le MC en mode, et frérot, c'était comme des ouf. T'as capté? Et moi, maintenant, j'arrivais, envoi de bouteilles et tout, je mélangeais le côté hip-hop, mais au côté afro. Okay. Que Atalakou, il vient, les bouteilles, les trucs. Et je venais vraiment en mode, je vais ramener le côté un peu quinf dans le côté un peu hip-hop. Ouais. Bouche. Tout de suite. J'ai éteint. Ouais. Et j'ai commencé à faire des résidences tous les lundis. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai dit... Et à partir de ce moment-là, mon CV, je n'ai plus jamais utilisé. J'ai commencé des résidences. Et de fil en aiguille, j'ai fait des résidences. Même pas. J'ai fait une résidence 1 mois. Au bout d'1 mois, le concurrent... Ils étaient amis, hein, mais le concurrent du gars du lundi, il m'appelle, il me dit, hey, moi, frérot, je fais des soirées le mercredi. Viens le mercredi. Tu vois, il s'appelle Moussa. Moussa Nyang, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a fait Moussa Koh-Lanta. Tu vois. Et c'est lui. C'est lui, Moussa. Les bananes, là, je sais pas quoi, avec. C'est pas lui qui a. Avec. Je confonds. Il a fait Koh-Lanta il n'y a pas si longtemps que ça, si. Il a fait Koh-Lanta à l'époque, mais il a fait Koh-Lanta le retour des héros, là. Avec Claude et tout ça. Oui, c'est ça. Mais il y avait une sorte de chèvre, même. Ils étaient allés partir manger. Exactement. En cachette. Exactement. C'est lui. Et lui, il faisait des soirées. Okay. Ça a toujours été un mec enfin, pas toujours même, mais ils étaient lancés dans les soirées. Ouais. Tu vois. Et lui, quand il m'a vu le lundi, il a dit, mais c'est qui ce mec? Il a dit, moi, je te veux le mercredi. J'ai dit, frère, lundi, mercredi? Mais moi, c'est du carré. Je prends 200 balles là, ce truc de ouf. J'y vais mercredi. Mais le mercredi, il a déjà un DJ. Il a déjà 2 DJ en mode. Et lui, il faisait ses soirées comme il était aux Champs-Élysées au Madame. Donc au Madame, il pouvait pas faire 100% hip-hop, c'était impossible. C'est pas la en fait, à l'époque, tu pouvais pas faire 100%, surtout les jours comme ça, Madame et tout, tu peux pas faire. Donc il est obligé de faire des soirées
house hip-hop. Donc, il prenait un DJ house qui faisait ce côté un peu house. Et après, tu avais le côté hip-hop, Carib et tout ça et tout. Ouais. Et lui, il avait déjà ses DJ. Donc, il m'a pris une fois, deux fois. Au bout de la deuxième fois, il m'a dit, ouais, prends le micro. Et je dis, moi, je prends pas le micro, moi. Moi, je prends le micro que quand je mixe. Il me dit, non, prends le micro, ambiance sa salle. Et je dis, non, je prends pas le micro. Il me dit, prends-le une fois. Je lui dis, non. Il me dit, pourquoi non? Je dis, parce que frérot, quand je prends le micro, ça va sublimer le travail de tes DJ. Quand je prends le micro, tu vas avoir l'impression que c'est moi qui mixe, tu vas voir, c'est un truc de ouf. Alors que je trouve que tes DJ sont éteints, mais juste parce que je suis derrière, je vais tout te camoufler. Ouais. Parce qu'il faudrait qu'un micro, tu camoufles tout. 100%. T'as pas besoin de savoir. Ouais. Si tu as du micro, pas besoin de savoir mixer. Ouais. Le micro, il fait tout. Je suis d'accord. Tu vois. Bien sûr. Donc moi, à la base, c'était ma valeur ajoutée. Donc je suis en mode, frérot, je peux pas donner ma valeur ajoutée à d'autres DJ. Tes DJ sont bons, mais j'ai pas envie. Non. Si tu commences un truc, il m'a dit non. Il m'a fait comme ça. Première fois, j'ai fait une fois. Deuxième fois, je reviens le mercredi. Il me dit, refais ça. Il me dit, frérot, moi, en tout cas, là, si tu veux bosser le mercredi, c'est ça que tu dois faire. Moi, j'ai besoin de tal, frère. J'ai besoin d'argent. J'ai dit, OK. Et c'est comme ça que je suis devenu MC. Okay. Pas par obligation, mais parce que le mec, il m'a dit, frérot, soit tu animes, soit tu fais MC, et soit machin. Mais c'était un truc, en fait, qui n'existait pas. Ouais. Il n'y en avait pas à Paris de ça, là, où, tu vois, il y en avait... Quoi, un ou deux dans le côté hip-hop, vraiment hip-hop. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Non, aujourd'hui, il y en a peu. Même, je veux dire, des DJ qui, quand ils mixent, font le show, je trouve qu'il y en a peu. Il y en a peu. Même s'ils savent le faire, hein, ils le font pas forcément. Tu vois, aujourd'hui, il y en a encore peu. Mais maintenant, aujourd'hui, un mec qui fait que MC, tu le payes. Que pour ça. Il y en avait peut-être un ou deux. Tu vois, Daous, mon gars Daous, il était toujours DJ à côté, tu vois. Donc, il était encore entre deux, tu vois. Il y avait un autre, comment il s'appelle? En plus, c'est un frère Kamer. Eladj. Ouais, Eladj One Mike. Je crois que c'est un truc comme ça et tout, ça, les frères Kamer et tout. Lui, c'était un MC, tu vois, mais que hip-hop. Ouais. Genre hip-hop. Mais tu connais quand c'est hip-hop, MC, t'as l'habitude. Ouais. Tu vois, mais dans les soirées un peu afro, Champs-Élysées, tu ramènes un Renoir, il crie, commence à faire des attaques à coups. Frérot, mais vraiment en mode, ça devenait des... Je mettais des fois des ambiances de maquis, de machin et tout, et je viens, t'es payé à faire ça. Ça n'existait pas. C'était l'interview podcast, ton podcast préféré avec Camro. C'était la première partie. La deuxième partie arrive. Restez connectés, restez branchés. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.